Ok, aujourd'hui je suis à Paris, boulevard Voltaire précisément, et encore plus précisément chez Maze, le garage électrique. Aujourd'hui Alexis me fait l'immense honneur de me mettre à disposition une RGNT, c'est une marque suédoise, ça se prononce Regent. C'est le modèle numéro 1, c'est un équivalent 125, elle développe 11 kW avec des batteries de 7,7 kWh. On annonce une autonomie de 120 km et une vitesse de pointe de 120 km/h, facile à retenir, 120. À l'avant, on a une jante de 18 pouces avec un disque de 300 mm, étrier 2 pistons, c'est des étriers Jichuan. Ouais, mon accent chinois s'améliore de jour en jour à force d'essayer des Ontes et autres machines exotiques. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces. La moto pèse 160 kg. Il y a 2 places, un très beau TFT tactile, un petit rangement ici. Et quoi d'autre? Et ben le prix. On va se débarrasser de cette question tout de suite. Le prix, 10 500 €. 10 500 €, c'est le prix d'une moto d'artisan. Voilà, la marque étant pas super développée, je ne sais pas quelles sont leurs capacités de production. Mais en tout cas, alors déjà, on est sur un bel objet, hein, une moto néo-rétro avec des petits détails sympas un peu partout. Et en plus, comme je l'imagine, les volumes ne doivent pas être super énormes. Donc pour l'instant, on paye un petit peu le prix fort, hein. Et il n'y a pas évidemment de pédale de frein, ça sert à rien de la chercher. Ouais, voilà ce que je veux, voilà. Moi, ce que je voulais en essayant celle-ci et ce sur quoi je l'attendais, c'est surtout la pêche en ville. Et puis un petit peu plus tard, on verra peut-être sur autoroute. J'étais toujours un petit peu déçu par la Super Soco TC Max. Donc pareil, hein, une moto électrique équivalent 125 que j'avais déjà essayé et qui manquait vraiment de patates. On sait qu'on a une moto qui dépassera pas le 100 km/h. Bon, voilà, la vitesse de pointe est pas énorme. Donc je trouvais ça un peu dommage de ne pas privilégier l'accélération. Et ici, excellent. Excellent, le départ se fait tout en douceur, il n'y a pas de piège, on n'est pas entraîné vers l'avant, ce qui est pas mal quand notamment on a le guidon braqué, parce que les véhicules électriques ayant vraiment une puissance instantanée, on a tendance à se faire un peu embarquer sur certains démarrages en virage. Là jusqu'à 20-25 km/h, c'est tout doux, on est sur quelque chose de très linéaire, très prévisible, et dépasser 25, là on a une vraie avalanche de puissance vraiment bienvenue. Et quand on réaccélère à partir de ce régime là, on a vraiment de l'instantanéité, quoi. Zou. Je suis obligé de faire le bruitage parce qu'elle fait pas de bruit, celle-ci. Elle fait pas de oui ou de ouh. Enfin, t'as compris, quoi. Et on l'a bien entre les jambes. C'est une machine qui est assez large, qui est vraiment pas c'est pas une 125 toute fine comme peut l'être un petit peu la Super Soco, et ça donne vraiment confiance en la machine. Et en plus, le bloc où sont rangées les batteries en bas, là, le bloc avec les petites ailettes, il est en métal. Donc on a une machine qui pèse, hein, sans que ça soit inconfortable. 160 kg, j'avais quelques craintes au début. Je me disais, voilà, balourd, sur un équivalent 125, franchement pas top. Mais en fait, pas du tout, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bus? Un piéton. Ok, on peut pas couper les clignotants en appuyant sur le bouton, faut se remettre au milieu, comme je faisais avant de comprendre que on pouvait simplement appuyer sur le commodo. Bah là, c'est pas le cas. Donc elle existe en noir comme ça, elle existe en jaune, noir et chromé, avec vraiment un petit liseré chromé, et verte également. Vraiment le bel objet. Je crois pas, sauf si je me trompe évidemment, que des machines néo-rétro électriques en petite cylindrée d'autant plus existaient auparavant. S'il y en a, je ne les connais pas, je n'en ai pas connaissance. Ah oui, et les pneus sont des Avon Road Rider 2, je ne l'ai pas dit. Mais là, je le remarque parce qu'ils tiennent bien le pavé. Il fait assez froid aujourd'hui, hein. Il fait entre 5 et 8 degrés. Et ça accroche tranquillement. Alors cet écran TFT qui fait un petit peu anachronique dans cet écran néo-rétro,
Il affiche une carte, mais pour l'instant il ne peut pas servir de guidage. Il nous dit juste où on est, il affiche même les stations de métro, donc ça c'est cool. Je sais que je suis à Place de la Nation, cours de Vincennes, mais pour l'instant on ne peut pas le coupler au téléphone via une application et balancer son trajet dans la moto. Donc ça viendra après. La moto est connectée à internet via une puce 4G et donc dès qu'il y a des mises à jour, elles descendent automatiquement sur la machine et comme ça on a une moto qui reste à jour d'un point de vue technologique. Là il y a 100% d'autonomie et j'ai fait 2 km. Ça sera intéressant de voir à la fin de mon tour combien il me reste de pourcentage de batterie pour la distance que j'aurai parcourue. On sait que le moteur est à 37 degrés et je suis en position de travail avec, il est 14h20. Pour recharger la batterie, ça se fait via un bloc secteur classique. Pour une charge complète, ça prend 8 heures et pour obtenir 80% d'autonomie, ça prend 3h30. Il faut choisir de la recharger la nuit pour avoir 100% ou si on est pressé, il faudra quand même attendre 3h30 pour récupérer 80% de la charge. Ce qui est pas mal, ce qui est déjà pas mal. 80%, si à 100% tu fais 120 km, 80% tu en fais peut-être 100 quoi, un petit peu moins, sachant, cela dit, que les chiffres annoncés pour les autonomies des véhicules électriques, moto comme voiture, sont calculés dans des conditions très spéciales, encore plus spéciales que pour les voitures thermiques, par exemple les consommations en litres au 100 km. Par exemple, Super Soco annonce des autonomies de 90-100 km, mais pour un véhicule qui roule à 20 km/h. Est-ce que quelqu'un roule à 20 km/h ici? Je ne crois pas. 20 km/h, c'est ce que je fais à vélo quand je suis sans les mains. Donc, c'est un peu ridicule. C'est évidemment pas proche d'une utilisation réelle. Je serais bien curieux également de voir à quel point les conditions climatiques, le froid notamment, amputent l'autonomie d'un véhicule électrique comme celui-ci, avec une batterie assez exposée au vent, surtout si il y a un organe pour maintenir la température, il doit quand même être un peu malmené ces temps-ci. Et ça freine bien, il n'y a pas d'ABS. Bon, pour 10 500 balles, c'est un peu relou, c'est vrai. Il n'y a qu'un freinage couplé et à l'avant, ça pile, punaise. J'étais là, je me disais, oh, ça freine et tout, machin. J'appuie encore un peu avec le levier et bam, ça s'est coincé. Ouais, alors il faudra plutôt faire appel au levier de gauche, qui est le frein avant. Le frein arrière a plus un rôle de ralentisseur, ce qui reste fidèle au fonctionnement d'un frein arrière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mis à part le manque de bruit, bon bah voilà, pas de bruit de moteur, pas de bruit d'échappement, etc. C'est évident en même temps, mais je suis tout à fait sur une moto classique. Je la vois du coin de l'œil comme ça quand je regarde devant, ça fait tout à fait moto normale. On pourrait être sur une SR125 par exemple, ou une SR400 même. D'un point de vue gabarit, c'est plus proche de la SR400, mais avec 100% de vibration en moins. La SR400 étant une vraie machine à laver. Là franchement ils ont bien réussi, ils sont pas versés trop dans le rétro ni trop dans le néo. C'est un bon équilibre avec quand même un petit point faible sur cet écran, surtout maintenant qu'on sait faire des TFT ronds. Ça aurait été génial d'en avoir un même petit ou deux petits. Voilà, tac dans une imitation d'ensemble compteur-compte-tour. Et là, on a cette espèce de tablette entourée d'un gros cadre en plastique. C'est pas très heureux alors qu'ils ont réussi tout le reste. C'est un peu dommage. En fait, moi ce que je pensais, étant donné que jusqu'à présent, je guettais ce véhicule, mais il y avait des véhicules de pré-série et il y avait cet écran dessus. Et j'ai toujours pensé que c'était l'écran qui servait au développement de la machine et que plus tard, on aurait autre chose sur le véhicule final. Et ben en fait non, ils ont fait ce choix là surtout pour le GPS, pour avoir vraiment ces 2/3 d'écran dédiés à l'affichage de la carte, mais en présentation on n'y est pas. Voilà, c'est à 30 km/h que ça se réveille, vraiment agréable. Et pour une fois je vais tester sur autoroute, on va essayer d'atteindre la vitesse max, voir combien de temps ça met notamment. Allez, on fait une petite ellipse et on se retrouve tout de suite à l'entrée de l'autoroute Porte de Bercy. Il y a un détail que j'ai pas montré tout à l'heure, c'est ça.
Petit bouchon de réservoir à l'ancienne, comme on pourra avoir sur le dessus évidemment, avec la prise, tac, et c'est ça, je disais, ça métal, avec les petites ailettes pour le refroidissement, non pas du tout, avec le disque ici à l'arrière, et elle est un peu tape-cul, elle est un petit peu tape-cul en descendant du périph' là, c'était un peu dégradé la route, et c'est un peu ferme de suspension, et la selle est pas très épaisse. Et c'est parti. Allez, on va essayer de pas mourir. Elle est vraiment étonnante quand on la maintient au-dessus de 30 km/h. On a une pêche instantanée à la réaccélération, c'est très agréable. C'est un peu moins bon que la Cake Calque, la 125 Cross à 15 000 balles, elle qui était vraiment démoniaque, mais c'est quand même pas mal et c'est bien supérieur à une TC Max, hein, comme le prix en fait. Allez, wow, ça fait mieux qu'une 125 alors sur autoroute, on va voir ça. 100 km/h. Recherche de vitesse. Ah là, je suis motive là. Voilà. Il va falloir que j'aille chez l'ostéo après ça. Bon, la vitesse max annoncée c'est 120 km/h. La vitesse max constatée c'est 128 km/h. Après on se heurte à une sorte de rupteur. La moto fait des petits à-coups comme ça. On sent qu'on a vraiment atteint ses limites. Mais 128 km/h, punaise. Alors bon, c'est pas tout le monde qui ira conduire avec le casque à ras du guidon comme moi, mais elle peut le faire. Techniquement c'est possible. Et encore une fois, c'est supérieur à une 125 thermique de base. Il faudrait comparer ce qui est comparable, hein. Des 125 thermiques à 10 500 €, j'en connais pas. Sauf si on fait plaquer sa 125 en or 18 carats. Mais pour une 125 électrique, ils se sont vraiment donné les moyens. Ils ne se sont pas dit on va mettre un moteur électrique, les gens seront contents, en ville, il y a de la pêche et puis ça leur suffira bien. On leur vend un beau produit, ça va. Ils ont quand même pensé à bien exploiter toute la plage d'utilisation possible d'une 125, c'est-à-dire envisager des petites sorties hors de la ville. Et là, ça le fait parfaitement. On s'imagine être à 90 sur un début d'autoroute comme ici, vouloir se dégager, réaccélérer, et on a quand même 40 km/h de marge jusqu'à atteindre les limites de la machine. Donc ça laisse quand même une bonne marge, on va dire. Si on veut se dégager, on va passer de 90 à 110 et ça aura suffi pour dépasser. Mais vas-y, renverse un vélo, on n'est plus à ça près. Bon, qu'est-ce que je disais au lieu de râler là? Oui, je disais que passer de 90 à 110, c'est facile, on en a largement les capacités et que ça suffit pour se sentir en sécurité face à une situation un peu délicate, quelqu'un qui nous colle dangereusement derrière, ou si on veut se dégager de quelqu'un qu'on sent pas trop, quelqu'un au téléphone par exemple qui zigzaguerait ou ce genre de choses, ou qui n'aurait pas un rythme constant. Moi je préfère laisser ce genre de personnes derrière. Donc voilà, je reviens boulevard Voltaire chez Maze, je rends sa moto à Alexis et vraiment l'attente en valait la peine. Plusieurs fois ça a été annulé et puis je tenais bon. Là j'ai vu le beau temps s'annoncer pour aujourd'hui et je me suis dit la RGNT elle est pour moi, et franchement génial. Je m'attendais à une moto moins vive que ça, hein, 160 kg sur la balance, mais avec 11 kW, ce qui est le maximum pour un équivalent 125, elle s'en sort vraiment très bien. Allez, on y va. « 90, 95, 18, 100, 110, 115. Alors on va s'arrêter là, on va pas dépasser par la droite. Ce qui est marrant sur un véhicule électrique, et après on en reste là, c'est que on est plus à même de remarquer le bruit de roulement des pneus, et là c'est zéro, je sais pas en quelle matière ils sont faits, mais c'est vraiment d'une discrétion pas possible. Pas de bruit de moteur, pas de bruit de vaisseau futuriste comme certaines.
Pas de bruit de pneus, pas de bruit de freinage, c'est une super moto, super silencieuse. Alors pour l'instant j'ai fait 11 km et la batterie est à 90%. Si on extrapole, il me reste 9 fois 10 km, ça fait 90 plus 10, ça fait une centaine de kilomètres effectivement. Sur du mixte, on a fait pas mal de villes, un peu d'autoroute à fond les ballons et on en est là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, j'imagine que là, donc pour rentrer, je vais encore faire 6 ou 7 km. Je devrais être dans les 80, ouais, entre 80 et 85% de batterie restante. Il y a largement de quoi faire un aller-retour au boulot, la recharger le soir ou même la recharger tous les 2 jours. C'est hyper faisable. Pour résumer, une moto bien calibrée à la fois pour la ville et pour en sortir. On l'a vu sur autoroute, elle était à l'aise. Dans un look parfaitement maîtrisé. Petite verrue de l'écran TFT tactile, ça c'est vrai, la fonction a primé sur la forme. On aurait pu avoir un petit compteur rond, mais on aurait eu moins d'infos à afficher dessus. Donc bon, allez, passe encore. Peut-être qu'une version classique de cette numéro 1 permettra d'avoir un autre affichage que celui-ci, pourquoi pas. Et le prix, 10 500 €, c'est pas classique pour une moto électrique, ça reste un petit peu moins cher que l'entrée de gamme chez Zero. On va dire que c'est le prix de la nouveauté, c'est le prix du bel objet. Il faut bien commencer un jour. Quand ça se sera démocratisé, on verra ce genre de moto beaucoup moins cher et beaucoup plus présente dans les rues, évidemment. Et ben on peut en rester là, voilà. Ça aura tenu ses promesses, hein. Là bientôt 20 km, 85% de batterie. On est à peu près bon sur les calculs.